L'émission que vous attendez avec impatience, c'est Movies, l'instant cinéma. Toujours aussi fringant, le jeune et dynamique Hervé Brie est derrière le micro. Bonjour, chers collègues Patrick Servel, et bonjour, auditeurs chéris. Il m'a l'air en forme aujourd'hui. Au cours de cette émission, nous vous parlerons des films que nous avons vus, aimés pour beaucoup et moins aimés pour d'autres. Ainsi, un film qui explore les relations entre une famille de routards en marge et un intellectuel et sa fille qui va les héberger provisoirement. Tout cela, ça donne Mikado. Il nous vient d'Ouzbékistan, c'est un portrait sensible d'un couple de paysans en but à la modernité. Le film, c'est Dimanche, au pluriel. Revenge Movie, c'est donc l'histoire d'un héros meurtri qui se fait justice lui-même. En plus, c'est un techno-thriller d'espionnage. Le film, j'ai oublié de vous dire, c'est The Amateur. A British Tati Daniel, le film c'est Deux sœurs. Ah, on va voir ça. Et quand le Québec va dans les alpages, ça donne berger. Au pluriel aussi. Presque à chaque fois, on a un biopic et cette semaine, c'est sur un psychiatre en pleine guerre d'Algérie. Le titre, c'est Fanon. Et nous ferons exception à notre règle de parler seulement des films visibles en salle puisque nous parlerons d'une mini-série anglaise choc qui ausculte l'incompréhension des adultes face au meurtre d'une jeune fille par un de ses camarades de classe. Et ça s'appelle ? Et ça s'appelle Adolescence au singulier. Et c'est le moment fatidique où j'ai ma plus grande peur, puisque c'est le moment où Hervé va nous faire sa phrase. Ah oui, synopsis d'un seul et même film qui mixe tous les titres de ceux dont on a choisi de vous parler aujourd'hui. Attention, c'est pour l'amateur de chroniques paysannes contemplatives. La petite Fanon et ses deux sœurs, filles de bergers en pleine adolescence, passent leur triste dimanche à jouer au Mikado. Et je me suis aperçu, Patrick, que je n'ai pas cité un film, ce n'est pas grave parce que tu ne l'as pas cité non plus, qui s'appelle La Réparation, qu'on mettra peut-être dans la rubrique J'aurais aimé, mais oui, on aurait aimé, voilà. Mais on n'a pas beaucoup aimé. Ça s'appelle La Réparation. Et on commence par quoi, du coup ? C'est toi qui commences, me semble-t-il, puisque tu dois nous parler de ce thriller d'espionnage. Oui, The Amateur. C'est plus chic que l'amateur et c'est sans doute plus vendeur. À ne pas confondre, j'avais vu un autre film, alors il y a bien longtemps maintenant, qui s'appelait Amateur. C'était un film de Hall Hartley en 81. Alors cet amateur-là, récent, je le pitch, ou en bon français, je résume le début de l'histoire. Charles Heller, c'est un cryptographe au quartier général de la CIA, à Langley, en Virginie, un gars solitaire et introverti dont la tâche quotidienne est de coder et décoder, mais avec qui il ne faudra pas déconner, comme on va s'en apercevoir. En effet, un drame qui le touche de très près va survenir lors d'une attaque terroriste à Londres. Et comprenant que ses supérieurs vont pas faire grand-chose pour trouver les responsables, il va alors prendre les choses en main. C'est Charles Bronson alors. Un petit peu. Film dont le scénario est classiquement basé sur un personnage qui cherche à se faire justice lui-même en traquant les coupables du meurtre d'un proche. On connaît ça au cinéma, où ce type de caractère c'est un peu un archétype. Alors il y a les Taken,
1, 2, 3. Et je crois qu'un quatrième est sorti directement en VOD avec Liam Neeson. On a un camarade qui est fan de cet acteur. Hein. Liam Neeson, c'est le gros dur qui cogne parce qu'on a fait bobo à sa famille. C'est une franchise d'ailleurs française. C'est produit par EuropaCorp, c'est-à-dire c'est Luc Besson. Et avant, tu l'as cité, on avait eu l'implacable et taiseux Charles Bronson dans la série des justiciers dans la ville. J'ai vu qu'il y en avait 5 au compteur. Bref, des mecs virils qui bastonnent. Mais dans The Amateur, la vengeance personnelle, mêlée à un récit d'espionnage, est ourdie par un mec plutôt en retrait au départ, hein, le genre gringalet, qui a la particularité d'être un crack en informatique et qui va utiliser ses compétences de nerd, bricoleur, pour se venger en montant des pièges sophistiqués pour sa vendetta. Alors c'est l'étonnant Rami Malek qui interprète avec nuance ce personnage qui est davantage hacker que killer et il y est très convaincant. C'est un acteur américano-égyptien, plutôt rare sur les écrans. Moi, je l'ai vu la première fois dans une série qui s'appelait Mr. Robot, ou Monsieur Robot, 4 saisons de 2015 à 2019. Où il jouait déjà un peu ce même rôle principal d'un geek super doué, redresseur de tort dans l'ombre. Il a accédé à la notoriété mondiale en 2018 avec sa prestation multiprimée en Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, biopic de Queen, signé Bryan Singer. Il avait mis des prothèses pour avoir les dents en avant. Là, c'est vrai qu'il était vraiment convaincant dans ce film. Ouais. Il incarne aussi un méchant dans le dernier James Bond. Bah là, justement, je l'avais trouvé beaucoup moins convaincant. Ouais, c'était Mourir peut attendre en 2021. Alors, on trouve aussi au casting le toujours impérial Lawrence Fishburne, un habitué des blockbusters d'action franchisés, mais pas que. Il a aussi tourné pour Coppola, Spielberg, Spike Lee, Abel Ferrara, et il est souvent apparu dans la filmographie de Clint Eastwood. Alors pour moi, ce Lawrence Fishburne, il reste à tout jamais le personnage de Morpheus dans les 4 Matrix. Alors il a pris un coup de vieux, mais qui n'en prend pas, n'est-ce pas Patrick ? Mais il est très bien ici, en homme de terrain, coach du personnage principal, puis son ange gardien, ou plutôt peut-être son démon gardien, allez savoir. Dans son genre balisé, donc le film de vengeance, on a ici une version modernisée, sans héros mâle alpha et avec beaucoup de high-tech. C'est haletant, bien ficelé, avec un scénario complexe, plein de twists, de retournements, mais compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas des techno-thrillers d'espionnage. Moi, par exemple, les derniers de James Bond ou Mission Impossible, dans le même style, je comprends pas tout en général. Il y avait Tenet aussi, on comprenait rien du tout. Tout à fait. Même remarque pour la série des Jason Bourne avec Matt Damon, où les récits trop tarabiscotés là aussi me perdent. Bon, attention, The Amateur, faut pas être trop misé sur la crédibilité de l'histoire non plus. Mais j'ai compris. J'ai trouvé les scènes de suspense ou d'action très réussies. Souvent dans une ambiance nocturne nimbée d'une belle lumière bleutée froide qui colle bien au sujet. Beau travail du chef opérateur pour la photographie. Et puis dans ce film, on voyage beaucoup, et ça c'est toujours plaisant, de Londres à Istanbul, en passant par Marseille qui est pas très gentiment montrée comme une ville du tiers-monde au passage, Madrid, la Roumanie, la Russie, la mer Baltique. J'ai vu que The Amateur est la seconde adaptation d'un roman d'espionnage américain du même nom. Le premier, c'était L'homme de Prague en 1980 ou 81, je sais plus. Alors celle-ci est réalisée par l'anglais James House et tu le connais Patrick parce qu'il est responsable du récent Une vie, biopic d'un juste avec Anthony Hopkins et il me semble que tu en avais dit assez de bien dans un Movies précédent. Oui. Et il signe aussi de nombreux épisodes de séries, ce James House, parmi lesquels la glaçante et dystopique anthologie britannique Black Mirror, dont la dernière saison, d'ailleurs, j'ai appris, vient de sortir. Alors, je dirais pour finir, largement au-dessus du film américain d'action de base, cet amateur m'a fait passer un très bon moment. Et Patrick, j'espère que je t'ai donné envie d'aller le voir.
Oui, en effet, j'avais vu le film annonce qui, lui, déjà m'avait donné envie d'aller le voir, et avec tout ce que tu viens de dire, il est évident que nous serons nombreux à aller voir ce film, The Amateur. Et serons-nous nombreux à aller voir Fanon? Alors ça, je ne sais pas, mais il y a eu une petite polémique, tu me le rappelais tout à l'heure hors antenne, pour ce film où les distributeurs trouvaient que peu de salles avaient mis ce film à l'affiche, film qui marche bien, et pour sa deuxième semaine d'exploitation, un bon nombre de salles ont été rajoutées. Alors, dans ce film, le réalisateur Jean-Claude Barny, le film, il s'appelle Fanon, ça évoque la période où Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Nous sommes environ dans les années 57-58, donc c'est le début, c'est le moment où on va commencer à parler non pas de guerre d'Algérie, mais des événements d'Algérie. Alors ce Frantz Fanon, il arrive avec des méthodes qui vont contraster avec celles des autres médecins, et dans ce contexte de colonisation, où l'autochtone est véritablement considéré comme n'ayant pas du tout le même niveau que le blanc colon. Et là, c'est un euphémisme quand je dis ça. Il est vraiment traité, j'allais dire, au niveau quasiment animal. Alors, ce film, il divise, parce que certains ont apprécié le sujet et l'ambition de ce film, mais critiqué peut-être l'approche trop littéraire et un rythme souvent un peu pesant. Je vais vous avouer que je fais partie plutôt de cette seconde partie, ceux qui trouvent donc que le réalisateur et la réalisation manquent de légèreté dans la mise en scène, et surtout au niveau des dialogues. On a cette impression qui domine tout au long du film d'être en présence de personnages qui ne parlent pas, mais qui récitent des citations d'œuvres littéraires et philosophiques. Alors certainement empruntées sur les bouquins qu'a pu écrire Frantz Fanon. Alors, de plus, je vais ajouter qu'au niveau de la performance des acteurs, alors même si on a des moments qui sont assez émouvants, j'ai trouvé que leur jeu manquait souvent de naturel et d'authenticité. En particulier, ce qui m'a posé le plus de soucis, c'est le cas de l'acteur principal qui tient le rôle de Fanon. Plus ampoulé ou académique, tu meurs. Et même il y avait dans un second rôle Olivier Gourmet. Bon, Olivier Gourmet, on est quand même habitué à quelqu'un qui sait tenir son rang. Et bien là, je l'ai trouvé tellement caricatural dans ce rôle du directeur de l'hôpital que ça m'a là aussi gêné. Alors, là, je pourrais dire quand même l'avantage de ce film, c'est d'être un biopic. Donc, il nous offre la possibilité de mettre en lumière ce médecin et écrivain dont on parle peu, enfin en tout cas moi je ne le connaissais pas, et donc ça c'est déjà un intérêt du film. Bon, donc pour terminer, je vais dire que c'est un film qui va séduire les amateurs de biopic intellectuels et engagés, mais va pouvoir laisser d'autres spectateurs sur leur faim à cause de ce style trop académique et donc, je le redis, de ces dialogues souvent pompeux. Alors la reconstitution aussi, je pense, a manqué un petit peu de moyens, bien qu'elle soit soignée. On reste sur 2 ou 3 décors, et là aussi ça montre peut-être que le réalisateur n'a pas eu les moyens pour aller jusqu'au bout des ambitions qu'il pouvait avoir. Ça, c'est ce que je pouvais dire sur le film Fanon. Donc finalement, est-ce qu'un documentaire aurait mieux été pour faire découvrir ce Frantz Fanon au grand public? Vu ce que j'ai vu, je pense oui qu'un documentaire. Alors je sais pas si on a des images. Voilà, c'est souvent le souci. Mais en tout cas, moi, ce film m'a déçu. Voilà. Ok. Dis-moi, tu évoques avec ce film la guerre d'Algérie. On dirait un petit mot sur un documentaire justement qui a trait à la guerre d'Algérie un peu plus tard, Dans le viseur.
Les moins jeunes d'entre nous ont reconnu l'indicatif musical flippant du générique des dossiers de l'écran. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, il y en a beaucoup, émission télé des années 60 à 90 où on présentait un film suivi d'un débat de société sur un sujet illustré par le film. Ces cordes anxiogènes d'un compositeur américain qui s'appelle Morton Gould ont été utilisées par Jean-Pierre Melville en 69 dans une scène particulièrement dramatique de l'Armée des Ombres, mais jamais en intégralité qu'on vient d'entendre là. Oui, oh là, je viens de faire du bruit avec le micro. Hervé, parle-nous d'un jeu qui s'appelle le Mikado, c'est cela ? Oui, mais là, ce sera le nom d'un des personnages. Mikado, c'est le surnom de Michael, trentenaire, en marge un peu de la société, traçant la route dans un van vintage, aménagé pour sa famille nomade. Sa compagne, Laetitia, et leurs 2 enfants, alors il y a Zéphyr, le cadet expiègle de 8-9 ans, et Nuage, l'aînée adolescente, réservée. Les 2 ne sont pas scolarisés. Donc une famille quasi clandestine en somme, avec des petits boulots saisonniers à droite à gauche, et évitement de toute institution sociale et policière par exemple. Un jour, grosse panne, et en attendant la réparation, la famille devra se sédentariser provisoirement, accueillie par un prof vivant seul avec sa fille adolescente dans une grande propriété isolée à la campagne. C'est donc la chronique, le temps d'un été, d'une rencontre entre protagonismes de mondes différents, la famille de Routard en rupture de société d'un côté, et un intellectuel morose et sa fille dans une belle maison bourgeoise de l'autre, pas si éloignés qu'il semble l'être a priori, et qui, après une approche prudente, vont petit à petit faire lien, non sans affrontement et révélation de secrets enfouis qui font mal. Sont abordées les thématiques de la
marginalité, plus ou moins choisie, et du désir de normalité aussi, des distances entre classes sociales, de la famille, de la parentalité en particulier, de la paternité, que j'ai trouvé adroitement traité ici, avec une grande affection pour les personnages qui ne sont pas jugés. Le tout dans une mise en scène plutôt énergique et enlevée, sous la belle lumière d'Occitanie, très bien photographiée. Bref, sans être un chef-d'œuvre, c'est un bon film qui émeut et qui fait réfléchir, c'est déjà pas si mal. Au casting, Félix Moati, touchant en Mikado rebelle, instable à fleur de peau. Sa compagne est interprétée par la toujours excellente comédienne décalée Vimala Ponce, également à l'affiche en ce moment, toujours à l'affiche dans L'attachement. Moati, il y a un rapport? Oui, c'est le fils du journaliste, Moati. Alors, on y trouve aussi Ramzy Bedia, très à l'aise dans ce rôle dramatique d'homme blessé, et évidemment bien loin de ses sketchs avec Éric Judor ou de ses prestations dans la série H. Mikado, c'est le 4e long métrage de la réalisatrice et scénariste et actrice également, Baya Kasmi. Elle avait été révélée en 2010 avec Le Nom des gens, récompensée dans plusieurs festivals francophones et césarisée aussi. Et son précédent d'il y a 2 ans, tu l'as vu Patrick et pas moi, c'était Youssef Salem a du succès, qui abordait les problématiques familiales aussi, il me semble. Et c'était surtout une très jolie comédie. Mais c'était sous l'angle de la comédie, en effet, alors que là, c'est plutôt tragique. Pas vu de mon côté, mais il me semblait, j'avais le souvenir que tu l'avais apprécié. Avec les mêmes, d'ailleurs, Vimala Ponce et Ramzy au casting. Et cette Baya Kasmi, elle tourne aussi pas mal pour la télé. Mikado est à l'affiche depuis une quinzaine de jours, mais je l'ai vu et apprécié il y a environ 6 mois au modeste mais passionnant Festival du cinéma de Moulins, dans l'Allier, 03, où il était en compétition. Une des jeunes comédiennes du film a d'ailleurs été récompensée puisqu'elle a gagné le pompon dans la catégorie meilleur espoir féminin. Je donne son nom car je pense qu'on aura des chances de la revoir. Elle s'appelle Patience Münchenbach, interprétant subtilement, sans esbrouf, cette nuage, l'ado du camping-car, tenté par un autre univers que celui que ses parents lui proposent. De quoi va-t-on parler maintenant ? Nous allons parler d'un film anglais, The Two Sisters, les deux sœurs. Je ne sais même pas si en anglais d'ailleurs c'est The Two Sisters. Ben justement, je vais te le dire. Voilà. Je vais te le dire. Alors, avant toute chose, souvenez-vous de ce film, c'était Secret et mensonge. Ouais. Je sais, c'est il y a longtemps. Et c'était très bien. C'était il y a une trentaine d'années, c'était en 96, donc film venant d'outre-Manche qui d'ailleurs obtint une foultitude de récompenses et plus particulièrement au festival de Cannes 96 puisqu'il eut la Palme d'Or, Brenda Blethyn eut le prix d'interprétation féminine et le prix de la fille Précis également. Alors c'est le réalisateur Mike Leigh qui revient avec ce film qui s'appelle, le titre original c'est Hard Truth ou Les dures vérités et qui sort chez nous sous le titre Les deux sœurs. Alors je trouve qu'une fois de plus un titre français est beaucoup moins fort que le titre original parce que quelles sont ces vérités si dures ? C'est pas sûr qu'on les découvre forcément en regardant le film. Quelles sont, ces vérités ? Alors, hard, les vérités sont dures ou elles sont dures à dire ? Ça, on le saura pas forcément dans le film. Mais ce que l'on sait, c'est que Pansy, donc l'héroïne, a un comportement très particulier. Elle est toujours en révolte, toujours de mauvaise humeur, toujours à vous envoyer à la figure les phrases les plus blessantes. Et que ce soit à une caissière ou à son médecin. Bon, il y a des moments qui peuvent être drôles quand à son médecin, elle lui demande « Mais il y a combien de temps que vous pratiquez ?» Elle lui dit 5 ans. Elle lui dit « Alors c'est quand même... Vous avez passé plus de temps à faire vos études qu'à pratiquer. » Donc c'est le genre de personne. Ouais, et elle dit pire à certains. Oui, à d'autres, elle dit encore pire. Et même avec les membres de sa famille. Alors, on a son mari, Courtleigh, lui, il arrive plus à la gérer. Et lui et leur fils, Moses,
Bah lui, il est parti vivre dans un autre monde. Hein. Lui, il veut échapper à tout ça et il passe ses journées à grignoter, à manger et à errer dans les rues de Londres. On pourrait dire que cette Pansy, c'est une Tati Daniel mais au cube. Hein. C'est ce qu'elle est devenue, hein, donc notre Pansy. Alors, dans ce décor, on a seulement sa sœur Chantal qui la comprend et peut-être peut l'aider. Comment Pansy est arrivée là quand on ne peut pas imaginer qu'elle puisse avoir toujours été comme cela? Comment elle a pu trouver quelqu'un qui aurait accepté de vivre avec elle, d'avoir un enfant? Alors, Miley nous donne peu de pistes, hormis certainement qu'il y a de partiellement enfoui quelque chose lié à leur mère commune. Mais quoi? Bah, c'est à nous de remplir les cases manquantes au puzzle proposé par le réalisateur. Il ne cherche pas à nous donner des réponses faciles à des questions en fait aussi qui peuvent être complexes. N'est-il pas aussi que la condition humaine peut-elle être expliquée en 2 heures? Pas forcément, hein, pas forcément. Alors, Pansy est interprétée avec une intensité brutale par Marianne Jean-Baptiste. On voit quand même que c'est un personnage complexe, donc rongé, hein, elle est véritablement rongée par une douleur. Et donc là, la performance de l'actrice est assez saisissante. Elle arrive à donner vie à cette Pansy avec une vérité déconcertante, en montrant cette rage et ce désespoir de cette femme qui semble d'ailleurs avoir perdu tout espoir. Dans le rôle de Curtley, on a David Weber, qui incarne avec certaine justesse cet homme à bout de force, résigné, plus capable de comprendre ou de consoler sa femme. Et puis, on a Chantal, qui est interprétée par Michael Austin. C'est la sœur empathique. On sent que c'est la seule qui semble pouvoir percer la carapace de Pansy. Donc on a dans ce film une exploration assez déchirante de la famille, de la douleur, quelque part aussi peut-être une part de rédemption. Les scènes sont magnifiquement tournées, il y a une très très belle photographie avec une attention particulière aux détails du quotidien qui ajoute justement une couche de réalisme à l'ensemble. Des femmes comme ça, forcément que ça doit exister. Comme je l'ai dit, certains spectateurs vont peut-être trouver frustrant le manque de clarté sur ces vérités dures que le titre promet de dévoiler. Moi, je fais partie aussi peut-être un peu de ces spectateurs. Donc, Miley nous laisse beaucoup de questions sans réponse, mais pour ceux qui aiment le cinéma, qui vont y chercher une exploration ouverte, introspective de la psyché humaine, je pense que Deux Sœurs sera pour eux une expérience assez riche. Ouais. Deux Sœurs, ou comment un film peut vous laisser sur votre faim avec une fin que je ne divulgacherai pas. Ouais, ce Mike Leigh, c'est quand même un des réalisateurs du cinéma anglais incontournable, au même titre d'ailleurs que Ken Loach, avec qui il partage les 2 qualités, 1 d'être octogénaire et 2 de s'intéresser par un cinéma en général social au peuple plutôt qu'à ses élites. Moi, j'ai de très bons souvenirs de certains films. High Hopes, son second long métrage en 88. Secret et mensonge, évidemment, 10 ans plus tard. Et puis, j'ai vu un de ces derniers, c'est son biopic du peintre Turner en 2014. Il était très réussi. Donc, moi, j'étais curieux de son dernier opus, mettant en scène cette femme en permanence en colère, qui en veut à la terre entière, désagréable avec tout le monde, car blessée. Alors, les relations conflictuelles qu'elle a avec les gens de passage, qui ont le malheur de la croiser, et surtout avec ses proches, qui subissent un mari résigné, fils introverti et boulimique, et ses nièces pleines de vie, et sa sœur tout à l'opposé d'elle, compréhensive et bienveillante. Deux Sœurs repose évidemment, tu l'as dit, en grande partie sur la composition impressionnante de cette actrice, Marianne Jean-Baptiste. Elle doit venir d'Haïti peut-être. Moi je la connaissais pas, mais en mégère misanthrope qui nous offre un festival de répartie vacharde, assorti de mimiques impayables et aussi de moments de souffrance émouvants. Elle est vraiment impressionnante. Mais le film lui-même, qui traite finalement une lourde dépression, c'est ça, m'a laissé sur ma faim, moi aussi, à cause de cette impression d'inachevé, les causes du grand malaise de cette Pansy
parano et qui se défend en attaquant. Elles sont guère fouillées. Et puis le final semble tendre vers l'optimiste. Je l'ai trouvé bien abrupt, avec même peut-être un parfum d'artificiel ou un parfum de je sais pas comment terminer mon film. Bon, un peu déçu par ces deux sœurs, donc, qui vaut surtout par le jeu de son interprète principal, mais qualité qui ne suffit pas à en faire un très bon film pour moi. C'était les Rita Mitsuko avec Catherine Ringer au chant, interprétant au cinéma un second rôle de matrone marchande de sommeil dans Aimer perdre, sorti il y a quelques semaines et d'ailleurs rentré aussitôt. Flop mérité, dont j'ai pas parlé, car j'en aurais dit beaucoup de mal. Disons que... Mais c'est un peu en dehors de notre stricte ligne éditoriale, donc je l'ai pas fait. Mais disons qu'il s'agit d'un mix belge, poussif, des télévisuels des chiens, Groland et striptease.
donc c'est déjà bien chargé. Plus une dose de cinéma de John Waters pour ajouter un peu de trash au trash, mais sans l'humour de ces 4 références et avec des personnages tous très antipathiques, bref, à fuir. On se demande ce que quelqu'un comme Melville Poupeau, par exemple, est venu faire là-dedans. Voilà, c'est dit. Le titre entendu, c'était Singing in the Shower, chanter sous la douche. C'est une collaboration dans les années 90 des Rita Mitsuko avec les Sparks, groupe british qui ont eux-mêmes à voir avec le ciné, puisque auteurs de musique et de chansons de films, dernièrement celle de la tragédie musicale Annette de Léos Carax qu'ils ont signée. Maintenant, je pense que tu vas nous parler d'un film complètement psychédélique qui n'arrête pas de bouger avec... Allez, tu vas nous en dire un peu plus de ce film. C'est Dimanche, avec un S. Le public français cinéphile ou simplement curieux d'autres cultures peut voyager à peu de frais, car il a la grande chance de voir régulièrement arriver sur ses écrans de nombreux échantillons de filmographie du monde entier, avec, on suppose, le haut du panier. Par exemple, ce Dimanche, perle qui se mérite et qui nous arrive d'Ouzbékistan. Alors, pays d'Asie centrale, ancienne république soviétique. Pour situer géographiquement, j'ai vu que ça avait environ la taille de la France. C'est coincé entre Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan. Je te montre, Patrick, sur la carte. Tu vois mieux là? Alors, capitale, Patrick. Question bleue. Ding, ding, ding. C'est cela. Et ben voilà. Désolé, pas de banco ou de super banco, c'était Tashkent. Bon, alors que voit-on dans ce Dimanche des paysans et de paysans? Un couple âgé vivant paisiblement dans un petit village de la campagne ouzbèque. C'est la chronique divisée en chapitres, d'un dimanche d'été jusqu'à un dimanche d'hiver, du quotidien modeste et intemporel des 2 vieillards. Alors, on ne sort guère de la cour de leur ferme, filmé comme un théâtre à ciel ouvert, c'est leur véritable lieu de vie, pour y traire les chèvres, tondre des moutons, s'occuper des pastèques, tisser des tapis et y dormir aussi. Et peu à peu, leur existence va se trouver bouleversée par des sollicitations de leur fils qui insistent pour faire entrer la technologie dans leur quotidien bien réglé malgré leur réticence. Oh, rien de bien extravagant pour des occidentaux que nous sommes, du genre frigo et gazinière moderne, téléviseur neuf avec télécommande, carte de crédit, je crois, téléphone mobile. Les fistons sont un peu pushy, on sent bien qu'ils ont une idée peut-être derrière la tête et ils ne leur demandent pas leurs avis aux parents. Et cette modernité à marche forcée va leur causer des soucis. Voilà, c'est tout, et c'est pourtant beaucoup. Alors, pas commode, le vieux taiseux et acariâtre. Bobonne doit sans sourciller être à son service. C'est elle qui lui sert le thé ou la soupe, lui allume ses clopes ou change les chaînes de télé, jusqu'à temps que, d'un geste de la main, il lui dit que ça convient comme programme. Patriarcat donc, mais montré sans véritable tragique et même de façon humoristique parfois. Son attitude va d'ailleurs peu à peu évoluer vers la complicité, voire peut-être vers la tendresse face à la situation de la femme. Les 2 acteurs sont vraiment magistraux. Je ne sais pas si ce sont des acteurs professionnels d'ailleurs. Dimanche m'a rappelé des films équivalents dans leurs propos ethnographiques et leur forme discrète qui ne fait pas de clin d'œil au spectateur, des œuvres posant leur regard cru mais bienveillant sur des mondes humbles et dignes en voie de disparition. 2 exemples récents. Dans un autre bout du monde, ça s'appelait Outama, la terre oubliée, avec aussi un vieux couple galérant pour abreuver son troupeau de lamas sur les hauts plateaux boliviens asséchés. Ou alors, plus récemment aussi, le chinois Le Retour des hirondelles, où on suivait encore un autre couple, plus jeune celui-là, avec pour seul bien un âne, des laissés-pour-compte chassés de leur bicoque en terre par la modernisation et ses compromissions. Alors moi j'ai pensé aussi forcément
au cinéma lent et contemplatif du cinéaste japonais Ozu, avec ses plans fixes captés par une caméra non intrusive, à bonne distance et hauteur des personnages, attentive aux gestes délicats et aux regards silencieux. Alors c'est un cinéma qui s'écarte des règles du tout venant narratif occidental, sans effet et sans doute aussi sans grands moyens, et qui demande, moi j'hésite pas à le dire, un effort ou du moins une concentration sans faille pour être apprécié. C'est pas le genre de film exigeant, on peut l'appeler comme ça, que j'irai voir tous les jours, mais de temps en temps, ça fait du bien, un objet comme ça, loin du vacarme contemporain, sur écran et hors écran. Ce dimanche, fable qui explore discrètement et avec sensibilité le couple et le fossé entre les générations, il est signé d'un cinéaste trentenaire, qui s'appelle Shokir Kolikov, dont c'est le premier long métrage, et il aurait tout fait, d'après ce que j'ai lu, écriture, réalisation, montage, chapeau. Alors, je crois pas qu'il fera un score au box-office à la Minecraft, très bête et très laid. J'en ai vu le premier quart d'heure et ça m'a suffi, Mais tant pis, si modeste soit-il, ce dimanche est là pour ceux et celles qui cherchent autre chose dans les salles obscures. Toi aussi, Patrick, tu l'as bien aimé. Oui, alors là, je partage entièrement tout ce que tu as pu dire sur ce film qui m'a aussi rappelé un film qui s'appelait L'odeur du vent, oui. Avec ses plans d'ensemble, comme tu l'as dit, où l'action rentre dans le champ. C'est pas la caméra qui suit. Là, on est un peu, comme tu l'as dit, un petit peu comme dans un théâtre où là, la caméra suit l'action ou la non-action, puisqu'il y a des moments où il se passe quasiment rien. Alors, tu l'as dit aussi, c'est un film qui est exigeant, c'est-à-dire que certains pourraient s'y ennuyer, ça j'en suis à peu près sûr, on a même des exemples auprès de nous de personnes qui se sont un peu ennuyées dans ce film. Il faut accepter d'y rentrer, il faut accepter de suivre ce film et de suivre ces dimanches qui sont quand même relativement ennuyeux, et voilà. Bon, donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je le redis, un film qui est assez exigeant, et il faut accepter de rentrer dans ce film. Alors maintenant, on aurait normalement, tu me dis si j'ai raison, une rubrique qui s'appelle on aurait aimé ces films-là, mais il y a quelque chose qui collait pas et on les a pas trop aimés. Il y en a deux. Oui. Le premier c'est Berger et le deuxième c'est La Réparation. Oui, alors pourtant le pitch m'avait donné envie, puisqu'on a Mathias, qui est un jeune publicitaire à Montréal. Ça c'est pour Berger. Oui, mais attends, j'allais le dire. Oh là 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 là. Je surveille. Bon, donc on a Mathias qui est un jeune publicitaire quand il est à Montréal, et là qui est en France et qui va tout lâcher et va abandonner du jour au lendemain sa vie d'avant pour aller faire quoi ? Le berger dans le sud de la France. Un peu comme il y a longtemps, je me souviens, c'est un film qui était pas très très bon. On avait un Coluche qui décidait du jour au lendemain, tiens, je sais pas quoi faire, je vais devenir maître d'école. Comme voilà, c'est facile, on peut changer comme ça de métier du jour au lendemain. Alors, la morale à retenir, c'est qu'il faut se méfier des pitchs accrocheurs. Berger, puisque c'est le titre du film, Berger au pluriel, c'est un vrai film post-Covid. C'est le retour au grand air, retour à la vraie valeur du travail, tâter de l'âpreté du travail manuel, être en contact des vrais gens, de la nature et des animaux. Mais comment alors on fait pour devenir berger ? C'est simplissime. On s'adresse au service de l'État français. Ah oui, mais là déjà ça se corse parce que lui il n'a pas de visa lui permettant de travailler. Alors on a une gentille préposée de l'administration, que l'on sent déjà dès le début tomber amoureuse du beau gars, parce qu'il est beau quand même, et il va lui dire à l'oreille, va travailler au black. Là, on est sûr qu'on va la retrouver plus tard, cette jeune femme. Je divulgage rien, parce que c'est tellement évident en voyant le film. Alors, notre futur berger va trouver au black un couple qui va l'aider dans sa démarche, et là commence le déroulé de tous les stéréotypes de la ruralité française. On a le droit à tout, le confort plus que sommaire des ruraux, leur rudesse, bien évidemment une consommation importante d'alcool.
Alors certains vont me dire oui, mais il y a les paysages. Ah oui, mais là c'est les paysages carte postale. Hein. Le scénario, il est cousu pas de fil blanc, mais comme on dit souvent de corde blanche. Alors qui dit berger dit alpage. Alors on va forcément y trouver les intempéries, l'attaque du grand méchant loup. Loup forcément qui, selon le côté duquel on se place, peut-être il est arrivé avant le loup, faut bien qu'il vive sa vie. Alors je pourrais continuer, mais tout est à l'avenant du folklore. Le spectateur, il est plongé dans une vision caricaturale de la ruralité française, une sorte de Émilie à Paris, mais transposée à la montagne. Sans la clarté et l'éclat qu'on pourrait quand même espérer d'un véritable film, d'une œuvre cinématographique, et là, on en est loin. Alors les acteurs, on a rajouté des acteurs locaux, ceux qu'on trouve généralement en deuxième, en deuxième rôle. Là, ils sont plus français que tout le monde, donc forcément, ils sont enfermés dans des stéréotypes étroits et très limités. Alors moi, je trouve que réduire la culture française à une série de clichés superficiels, ça donne vraiment une impression erronée et réductrice de ce qu'est la France, et en particulier la France rurale. Le film ne parvient pas à capturer la diversité et la richesse de la vie à la campagne, se contentant plutôt de renforcer des perceptions simplistes et souvent erronées. Alors je le redis, les paysages, ils sont magnifiques, mais là encore filmés de manière stéréotypée, et ce qui augmente l'impression de carte postale plutôt que de véritable immersion dans la vie rurale. On a vraiment l'impression que au niveau de la réalisatrice, je crois que c'est une réalisatrice, oui, c'est une réalisatrice, elle a jamais vraiment pris le temps de comprendre et pour essayer de représenter fidèlement cette partie de la France. Pour moi, en conclusion, Berger est une déception majeure. Au lieu de fournir une exploration authentique et nuancée de la vie en France rurale, le film se noie dans un océan de stéréotypes et de clichés. Alors pour ceux qui cherchent une représentation fidèle et respectueuse de la ville en campagne, allez voir ou revoir Vindieux. Voilà ce que je pouvais dire de gentil sur le film Berger. Dis donc, si t'avais dit du méchant, ça aurait été quoi? Alors maintenant... j'en ai un autre. Oui, j'en ai un autre. Cette fameuse réparation. Moi aussi j'ai vu celui-là, peut-être je rajouterai des choses. Oui, alors, on l'avait découvert en 86, Régis Varnier, et à cette époque, il nous proposait La femme de ma vie. On se souvient, il y avait une chanteuse qui nous chantait Papa, t'en vas pas, c'était Elsa à l'époque. Et plus intéressant, il y avait eu un an après, Je suis le seigneur du château, et le grand succès de Régis Varnier, ça a été avec La Deneuve, Indochine. Oscar du film. Oscar, c'est tellement rare. Moi, depuis, je l'avais un peu perdu de vue. J'ai regardé la filmographie, aucun film ne m'a fait... Est-Ouest, moi j'avais beaucoup apprécié. Je l'avais pas vu, n'a fait écho à ma mémoire. Alors, moi, je me disais, tiens, ça va être intéressant, le retour de ce réalisateur qui, somme toute, est un bon faiseur, un bon réalisateur. Et le film, donc, tu l'as dit, c'est La Réparation. Alors, le pitch, et là, je lis vraiment le synopsis. Quelques heures avant l'attribution de sa 3e étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. Sa fille, Clara, âgée de 20 ans, va se retrouver seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. Alors les questions qu'on va se poser forcément, mais que s'est-il passé? Que sont-ils devenus? 2 ans, donc on a 2 ans plus tard, là, cette mystérieuse invitation pour Taïwan. Qu'est-ce qu'elle va faire, la fifi? Elle va y aller. Si vous voulez connaître la suite et si vous avez vraiment, si le cœur vous en dit après tout ce que je vais en dire, vous irez voir pour un peu mieux comprendre. Alors, un scénario, il n'a pas forcément besoin d'être crédible, mais il n'est pas forcément d'être crédible, mais on doit y croire et se laisser embarquer. Moi, j'ai pas pris le bateau, j'ai pas été ni l'avion pour ce film. Alors le scénario, je viens de le dire, c'est pas bon. Et puis les acteurs, alors là, le rôle principal est tenu par Julia de Nunez, une actrice qu'on avait découvert dans le biopic Bardot. Moi, j'ai pas vu, là, je sais pas si elle était... elle était mignonne. C'est un peu méchant ce que je dis, mais elle était mignonne. Et là, dans La Réparation, elle m'a vraiment pas
convaincu. Alors dans le rôle du jeune homme beau gosse qu'on avait déjà vu et qui était pas mal dans Arrête avec tes mensonges et dans le Comte de Monte Cristo, bah là il a un rôle bien fade à tenir. Il a l'air de s'ennuyer, un petit peu comme nous d'ailleurs. Et je garde le meilleur pour la fin au niveau interprétation, c'est le père, le chef, le mâle qui va à la chasse pour se calmer, se changer les idées, tout un programme. C'est une sorte de chef tyrannique comme on peut voir à la télé dans certaines émissions. Et là il est interprété mais sans aucune nuance par Clovis Cornillac. J'oubliais, et tu vas peut-être me le dire, ouais. Je ne sais pas ce que c'est que cette réparation. Ouais. D'abord, l'histoire se déroule dans le milieu de la haute gastronomie et un peu, moi, comme la haute couture, en général, ça me saoule. Hein. On voit un peu toujours les mêmes choses, les brigades, le côté militaire et tout, bon. Alors, dans ce film, on a de belles images, hein, tu l'as dit peut-être, et on a un séjour exotique à Taïwan très bien filmé, mais en effet, au service d'un scénario vieillot, daté, et je trouve le film peu servi par des prestations d'acteurs fades. Alors, ce fameux titre... La réparation. Moi, j'ai assisté, il y avait Régis Varnier qui est venu présenter son film, il était là tout content, bon pied bon oeil, hein, il a plus de 70 ans, il a essayé vraiment de bien vendre son film. Moi, je lui ai demandé pourquoi la réparation, parce que je comprenais pas avec le film. Alors, il m'a dit, bah oui, il y a beaucoup de spectateurs qui me posent cette question. Bah oui, parce que j'ai pas compris où il y avait réparation. Il y a disparition, d'accord, mais il y a pas tellement de réparation. Donc, encore un film avec un titre un peu, bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce film ? L'affiche est superbe. On en a fini avec les films qu'on aurait aimé mais qu'on n'a pas aimé. Alors la deuxième couche là. Oui, alors quels sont les films dont tu voudrais nous reparler, les reciter ? Alors, ceux dont on a parlé la dernière fois, il y a Je le jure, hein, c'est le portrait sensible d'un juré d'assises. C'est un film français que moi, vraiment, j'ai trouvé épatant. Dont la sortie est un peu abîmée par la mise en examen de son réalisateur, Benjamin Thiès, je ne sais plus maintenant qui. Ensuite, Novocaïne, thriller, romantico-gore. Oui, ça existe. C'est très très fun. Et Au pays de nos frères et Lire Lolita à Téhéran, ce sont deux pierres dans le jardin du pouvoir théocrate iranien qui évoquent chacun l'exil, mais d'un point de vue très différent. Et les deux sont vraiment très très bien. Et toi ? Et avec une histoire relativement forte, hein, puisque c'est un père qui va refaire le voyage de son fils à vélo pour un peu comprendre ce qui a pu se passer, avec un pitch qui pouvait sembler mélodramatique, on se retrouve devant un film très émouvant, très agréable à voir, qui passe de la comédie au mélodrame. Le film, c'est À bicyclette. Je crois aussi, toi, tu l'avais particulièrement aimé. Road movie à bicyclette. Et il y a un autre road movie, je pense qu'il est encore à l'affiche. C'est un road movie en camping-car, cette fois, qui emmène une mamie à sa destination finale. Et c'est une comédie aussi. Dis-moi, on entend un petit morceau de musique avant le viseur ? Oui, c'est une très très bonne idée. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
the ducks. Saw a train set the night on fire. I smelled the string on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. In my dirty old town. Dirty old town. Ma vieille ville Dirty dégueu. old town. Ah bah oui, il reste encore 8 secondes. Hein. Dirty old town. Voilà. Ouais, ma vieille ville dégueu, Dirty Old Town, par le groupe irlandais de punk, folk rock celtique, et oui ça existe, qui s'appelle The Pogs, mené par le chanteur édenté Shane MacGowan, qui est décédé en 2023. C'est une chanson de marin des années 40, reprise depuis par tout un tas d'artistes, dont notre Hugo Frey national, hein. Mais c'est la version des Pogs qui a fait le tour du monde en 85. Elle était sur l'album Rum, Sodomy and the Lash, Rome, sodomie et fouet, tout un programme, chanson de marin, je disais. Pourquoi ce groupe dans Movies ? Je vois que Patrick lève un sourcil. Eh bien, tous les membres du groupe ont joué dans un film américain, parodie de western spaghetti, qui s'appelait Straight to Hell, tout droit en enfer en 87, avec entre autres, excusez du peu, Dennis Hopper, Grace Jones, Elvis Costello, Jim Jarmusch et tous les membres des Clash. Pas vu, mais ça fait envie. Ou pas. Les Pogs ont aussi signé la bande musicale de ce film. Il nous reste à passer dans le viseur quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a vu ça, nous, au cinéma, mais ça va passer à la télé. C'est un documentaire qui s'appelle « Papa, t'étais où en Algérie ?» Oui, c'est François Aimé qui en est le réalisateur, donc il sort un documentaire, film dans lequel il va tenter de retracer l'histoire de son père durant ce conflit, mais aussi pour comprendre en fait aussi l'omerta qui l'entoure. Le début du film, il commence ainsi, c'est la voix de François Aimé. De mon père, je connais tout sauf la guerre d'Algérie. Et donc c'est sur ce constat que le film va commencer. En fait, il va essayer de retracer le parcours de son père pendant ce conflit. Et donc ça va être une enquête de quasiment 52 minutes et qui vont être pour comprendre quelles ont été ses missions, ses affectations, son expérience et aussi les raisons de son silence. C'est sur FR3 le 24 avril, peut-être ça repassera après. Il est temps de nous dire au revoir. Je crois qu'il faut mettre le générique de fin, mon cher collaborateur. Nous aurons en bonus le film, la série télé justement, qui s'appelle Adolescence. À bientôt. À bientôt.